Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite pour commencer, l'objectif des Baréas de Madagascar a prime. L'équipe nationale composée uniquement de joueurs évoluant au pays et de surpasser les résultats obtenus lors des 2 dernières années à l'occasion du championnat d'Afrique des Nations ou CHAN 2024 qui se déroulera en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Demain, les Baréas de Madagascar à prime affronteront le Soudan en demi-finale. Selon l'entraîneur et le capitaine, le défi est d'avoir à nouveau un bon résultat pour la nation. Anzara Zonarville. Les Barrés de Madagascar à prime, composés uniquement de joueurs locaux et qui participent pour la 2e fois au CHAN, réussissent toujours à atteindre les demi-finales. Pour cette seconde édition, l'objectif n'est pas de se contenter du même résultat que lors des 2 dernières années, mais de viser plus haut, c'est-à-dire d'atteindre la finale. Nous allons tout donner, a déclaré l'entraîneur Roro aujourd'hui en s'adressant aux journalistes, en les invitant à trouver des billets pour la finale et à bien préparer le suivi du match contre le Soudan afin d'atteindre l'objectif. Il faut être concentré d'abord. Et surtout, il faut être efficace devant le but. Donc, il faut être, si nous avons à 100% pendant les 2 ou 3 matchs que nous avons gagnés, donc pour aller en finale, il faut le chercher. Il ne faut pas jouer. Pour moi, le demi-finale, ça ne se joue pas. Mais il faut aller le chercher pour aller en finale cette fois-ci. Donc, ce sera un moment, nous sommes dans une bonne dynamique là maintenant, parce que nous venons de gagner les 3 derniers matchs. J'espère que ça va continuer pour nous, surtout au niveau moral. L'entraîneur appelle également tous les supporters à se mobiliser pour soutenir l'équipe et a mis en garde contre les propos inappropriés pouvant apparaître sur les réseaux sociaux. L'équipe du Soudan, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, a battu l'Algérie en quart de finale et exige donc une grande vigilance, selon Tony, capitaine des Barrés. Demain, les Barrés à prime écriront une nouvelle page de leur histoire dans ce CHAN, avec tout le peuple malagasy, partageant l'enthousiasme et le soutien pour l'équipe. Plusieurs lieux permettront de suivre le match sur grand écran, notamment la fan zone sur le parvis d'Analakeli, où sera installé un écran géant pour suivre la rencontre entre Madagascar et le Soudan. Dans les actualités également, la crâne du roi Touer ainsi que ceux de ses 2 chefs de guerre l'ayant accompagné arriveront à Madagascar le 31 août prochain. Cette restitution intervient conformément à la promesse faite par le président Andrzej le 6 novembre 2020 lors de l'inauguration du Rouven Madagascar. Demain aura lieu la restitution de ces crânes à Paris. Jean-Claude Andjamalal pour plus de détails. Pour rappel, le royaume Sakhalave prit forme aux alentours du XVIIIe siècle, se divisant en 2 grandes entités, le Sakhalava Menabe au sud-ouest et le Sakhalava Bouin au nord-ouest. Mourindave fut alors érigé en capitale économique de ce peuple. Plusieurs souverains s'y succédèrent au fil du temps. Le roi Touer, encore très jeune à la mort de son père en 1858, fut provisoirement remplacé par sa tante Narouv, laquelle fut déchue en 1860 après avoir conclu un accord avec la France par l'intermédiaire du lieutenant de vaisseau Desprez visant à établir un protectorat. Le roi Touer résida à Ambik jusqu'au 30 août 1897, jour de son exécution. Lors de l'invasion française de Madagascar, le roi du Menabe unifia les forces de sa population. Le 14 août et le 30 août 1897, ces guerriers affrontèrent les troupes françaises à Nosmen et Imbik. Son chef militaire Sakhalave, accompagné de 10 000 soldats armés, firent face aux Français. Selon les dires, près de 5 000 Sakhalaves périrent cette nuit-là, conséquence d'une trahison imputée à Léo-Philippe Samat, commerçant français et gendre du roi Touer. C'est lui qui guida les Français vers le lieu stratégique. Samat, avec l'enseigne de vaisseau Étienne Blot, conseilla au roi Touer d'organiser une cérémonie pour accueillir le commandant des troupes françaises, Augustin Gérard. Mais ce dernier ordonna finalement une attaque surprise. Le roi Touer fut exécuté à Ambik.
Décapité avec ses chefs militaires et de nombreux nobles le 30 août 1897. Ménabé ne connut pas la paix avant le début des années 1900. Après avoir été conservé durant des décennies dans les collections au Musée de l'Homme à Paris, en France, le crâne du roi Touer a fait l'objet d'une demande officielle de restitution par l'État malagasy. À l'issue des négociations, le Kabé sera remis demain. Son retour sur les terres ancestrales est prévu pour le 31 août. Selon les organisateurs, cette restitution sera accompagnée d'hommages et des monuments commémoratifs et attributions du nom roi Touer à des rues dans chaque chef-lieu de district se tiendra. Dans un tout autre sujet, la réunion des hauts responsables de l'armée malagasy s'est tenue aujourd'hui à un pays B sous la direction du ministre de la Défense, le général de corps d'armée Saïvé Loulala Monza-Delphin. Cette rencontre semestrielle permet de faire le bilan des actions réalisées au cours du premier semestre 2025, conformément à la politique générale de l'État et aux 3 piliers définis par le président de la République, André Rajoelina, et de préparer les axes d'amélioration pour le second semestre. Plus de détails avec Miarvulat Sferen sur les images de Braz de Nilsson. Au cours du premier semestre 2025, plusieurs actions ont marqué l'armée malagasy, notamment la tenue de l'exercice international Tulip 2025 à Mahajang du 20 au 26 avril, qui a rassemblé près de 1500 militaires provenant de 5 pays. Il y a eu également l'arrivée du nouvel aéronef de l'armée, le LED 410, le 24 juin 2025. L'armée malagasy a également assuré le maintien de la sécurité à travers des patrouilles spéciales en milieu urbain, PSU, et en zone rurale, PSR, selon le bilan présenté par les hauts responsables. Par ailleurs, elle a mené des opérations de démantèlement des actes de banditisme, des zones sensibles et classées rouges. Dans le cadre de la participation de Madagascar à de grands événements internationaux, dont la visite d'État du président français Emmanuel Macron, le sommet de la COI, la visite d'État du président slovène Nataša Pirc-Musar et le 45e sommet de la SADC, l'armée malagasy a coopéré avec les forces de sécurité et de défense aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie. Des stages, formations et renforcements de capacités ont été organisés pour les militaires, accompagnés de la modernisation et de l'amélioration des équipements et infrastructures. Le ministre de la Défense, le général Saïvé Loulala Monza-Delphin, a particulièrement insisté sur le renforcement de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au sein de l'armée malagasy. Les actions entreprises par l'armée malagasy s'inscrivent dans le cadre de la politique générale de l'État et des 3 piliers définis par le président André Rajoelina. Et puis, de plus en plus de jeunes s'intéressent au secteur de l'énergie renouvelable actuellement à Madagascar. Cela s'est confirmé par leur forte affluence ce jour au lycée technique Al-Arbi lors d'une journée porte ouverte consacrée à la présentation des formations sur les énergies renouvelables, notamment les systèmes solaires photovoltaïques. La formation entre actuellement dans sa 2e édition, comme l'a annoncé aujourd'hui sur place la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Oubi Rassam Manan sur les images de Anza Razanarville. Le domaine de l'énergie renouvelable, en particulier la production d'énergie solaire, reste un secteur prometteur à exploiter à Madagascar, notamment face aux défis auxquels font face le pays en matière d'approvisionnement en électricité. Former des techniciens dans ce secteur est donc crucial, notamment dans le solaire voltaïque. Selon les informations, environ 500 techniciens par an seraient nécessaires pour la promotion de ce secteur. Dans les lycées techniques et centres de formation spécialisés, de nombreux jeunes ont montré leur intérêt pour ce domaine aujourd'hui lors d'une journée porte ouverte. Les jeunes titulaires d'un baccalauréat scientifique ou technique peuvent passer le concours d'entrée pour accéder à cette formation. Il s'agit d'une formation de technicien d'une durée de 8 mois, en partie dispensée en alternance, dont 40% en centre de formation et 60% en entreprise.
Une fois formés, les étudiants peuvent soit créer leur propre entreprise, soit intégrer divers projets liés à l'énergie renouvelable, contribuant ainsi aux objectifs nationaux de promotion de l'énergie renouvelable. Et à Mpeflu-Nkenyeni, dans le 6e arrondissement, les veuves du quartier se regroupent au sein de l'association féminine Yezak. Cette structure leur offre un espace d'épanouissement et de solidarité leur permettant de s'investir activement dans différentes activités agricoles. Certaines bénéficient également de l'appui de partenaires sociaux qui les accompagnent dans leur initiative. Près de 50 veuves sont membres de l'association Yezak dans le Fuktani Mpeflu-Nkenyeni. Elles s'activent dans l'agriculture et exploitent une superficie de plus de 3 hectares. Leur souhait est de progresser et de devenir autonomes, mais elles se heurtent au manque de moyens. Des bienfaiteurs apportent leur aide à ces femmes agricultrices afin qu'elles puissent améliorer leur production en leur offrant des semences et des équipements. C'est le week-end dernier que ces agricultrices ont bénéficié de ce soutien. Et c'est dans la salle de Fanza, espace Ambouimangakeli, le vendredi 22 août dernier, qu'ont eu lieu les fiançailles et mariages civils de Nkosinirina Falmanan et Andjiamalala Anduniana Martina. Anduniana Martina est journaliste à la télévision Viva et la Benjamin du Desk. Nyarvulat Feran et Serge Andjianabou nous font revivre cet instant. J'ai trouvé celui que mon âme aime, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Tel est le verset biblique tiré du Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4, choisi par Nkosinirina Falmanan et Andjiamalala Anduniana Martina pour figurer sur leur faire-part, marquant l'officialisation de leur amour qui devient désormais la base de leur foyer. Journaliste de la chaîne Viva, Anduniana Martina est notamment reconnue pour son engagement sur les sujets sociaux et la couverture des faits divers. C'est au fin d'espace Ambouimangakeli qu'ont été organisés à la fois les fiançailles et le mariage civil des nouveaux mariés. La journée a débuté par les fiançailles, marquant un hommage aux parents qui ont élevé et éduqué et une reconnaissance envers les familles respectives. Une fois les traditions accomplies, Falmanan et Martina ont poursuivi avec la signature de leur mariage civil, scellant ainsi officiellement leur union devant l'État. Falmanan et Martina sont désormais mariées femmes devant la loi. Le couple, tout sourire, a ensuite rejoint la salle de réception. Après l'ouverture, la fête a commencé dans une ambiance joyeuse. Les rituels traditionnels liés au mariage n'ont pas été oubliés. Toute l'équipe de Viva adresse ses vœux de bonheur et de prospérité au nouveau foyer de Falmanan et Martina. Et on revient au sport. L'arbitrage dans le foot ne cesse d'évoluer et Madagascar doit suivre cette dynamique. C'est dans cette optique que la Fédération malagasy de foot a sollicité une formation destinée aux arbitres du pays. Du 19 au 23 août dernier, 27 arbitres malagasy ont ainsi pris part à ce stage de perfectionnement. Cours Maélite, c'est ainsi qu'a été baptisée cette formation dédiée aux arbitres de football qui s'est tenue au stade Baré Mamassen du 19 au 23 août. Des formateurs professionnels envoyés par la FIFA ont dirigé les séances. Comme l'indique son appellation, le stage était réservé aux arbitres déjà expérimentés, sélectionnés sur la base de critères rigoureux. Ils étaient 27 au total à y participer. Les règles du foot évoluent constamment à l'échelle internationale et de nombreux changements surviennent régulièrement, d'où l'importance d'organiser souvent de telles formations. L'objectif de la fédération, à travers ce stage, est de diffuser ce savoir-faire sur l'ensemble du territoire national, tout en permettant à Madagascar de disposer d'arbitres de haut niveau sur la scène internationale. Parmi ces 27 arbitres formés, 6 étaient des femmes.
C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung effectue ce jour une visite à Washington pour y rencontrer pour la première fois son homologue américain Donald Trump pour un sommet à valeur de test, alors que l'alliance de longue date entre les deux pays souffre des évolutions géopolitiques. France 24. Sur le tarmac de l'aéroport, dernière poignée de main avant de reprendre l'avion. Après une escale à Tokyo et une rencontre avec le Premier ministre japonais, le président sud-coréen est attendu à Washington. Dans un paysage politique mondial en rapide évolution, une coopération indéfectible entre la Corée du Sud et le Japon, ainsi qu'avec les États-Unis, est plus importante que jamais. Avant sa rencontre avec Donald Trump, le président sud-coréen veut faire bonne impression car son pays a besoin des États-Unis. D'abord sur le plan économique. L'an dernier, les exportations sud-coréennes sur le sol américain ont dépassé les 131 milliards de dollars. Fin juillet, Séoul a conclu un accord avec la Maison-Blanche pour éviter des droits de douane supérieurs à 15%. Mais les détails doivent encore être précisés, probablement lors de la réunion de ce lundi. Les deux dirigeants devraient également parler sécurité, car là aussi, la Corée du Sud dépend des États-Unis. La manière dont Donald Trump négocie va au-delà du domaine commercial. Elle s'étend à la sécurité, ce qui alimente les craintes de Séoul, notamment la peur qu'il exige des contreparties plus importantes pour maintenir les troupes américaines en Corée du Sud. À l'heure actuelle, plus de 28 000 soldats américains sont déployés en Corée du Sud. Un soutien essentiel face à la Corée du Nord, qui a récemment testé 2 nouveaux missiles et continue de développer son programme nucléaire. Et puis la Russie et l'Ukraine ont échangé dimanche 146 prisonniers de guerre de chaque camp, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Au moment où les efforts diplomatiques visant à régler le conflit semblent s'enliser. France 24. Au chapitre de la guerre en Ukraine, c'est pour l'heure le seul résultat concret des rares négociations entre les deux belligérants. Les échanges de prisonniers avec une nouvelle vague hier. Moscou et Kiev ont échangé 146 détenus de chaque camp, et ce grâce à la médiation des Émirats arabes unis. Parmi eux, le maire de Kherson. On l'écoute. Ils nous ont retenus pendant une journée et nous ont dit qu'il y aurait un échange avant de nous expliquer que c'était une blague. Mais le rêve est devenu réalité. Il y avait beaucoup d'hommes là-bas. Mais l'important, c'est que les personnes âgées, celles qui ont vécu beaucoup de choses, comprennent ce qui se passe. Les jeunes, eux, ils ont souvent abandonné. L'objectif principal des Russes, c'est de nous détruire, physiquement et moralement. Pour terminer, au Soudan du Sud, les cliniques spécialisées en santé mentale et les services psychiatriques sont rares et menacés de disparition. 8 centres ont été ouverts à travers le pays en 2022 dans le cadre d'un projet destiné à offrir pour la première fois des soins de santé mentale à plus de 20 000 personnes. Mais leur avenir est incertain alors que le financement du programme par l'Italie et la Grèce est sur le point de s'achever. France 24. Vobia Kawaja est une veuve de 34 ans et mère de 5 enfants. Sans soutien ni ressources, elle a failli s'effondrer sous le poids de toutes ses responsabilités. Depuis 2 ans, elle participe à des réunions à la clinique de santé mentale de Mundri qui, selon elle, lui ont redonné des forces. Avant d'assister aux séances, j'étais vraiment stressée et sous pression. Je voulais m'enfuir, abandonner mes enfants. J'ai même pensé à mettre fin à mes jours. Mais depuis que j'ai suivi le programme, j'ai changé. Ça m'a aidée et maintenant, je peux m'inspirer des autres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Soudan du Sud affiche le 4e taux de suicide le plus élevé d'Afrique. Le pays est hanté par la guerre civile qui a opposé le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar de 2013 à 2018. Dans ma communauté ici, il y a beaucoup de problèmes qui parfois poussent les gens au suicide. Alors dès que j'ai entendu parler du programme, je me suis porté volontaire afin de servir ma communauté.
Dans un pays qui dépend fortement de financements étrangers pour assurer le fonctionnement du secteur de la santé, l'accès aux praticiens spécialisés dans les soins de santé mentale est très limité. Le centre Mundri est l'un des 8 centres ouverts et financés par plusieurs ONG dans le cadre d'un projet mené par Amref Health Africa afin de fournir ces services essentiels. Cependant, les financements italiens et grecs pour le programme vont s'arrêter, rendant l'avenir incertain. En raison de la nature des maladies mentales, si nous ne maintenons pas et ne pérennisons pas les services dont ils bénéficient, ils finiront par rechuter. Le mois dernier, les autorités ont tiré la sonnette d'alarme après que 12 suicides ont été signalés à Djouba, rien qu'en une semaine. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour de nouvelles éditions.